Bonjour. Merci d'être là pour la dernière séance du cours public La décolonisation des savoirs universitaires à l'heure de l'Anthropocène. Alors aujourd'hui, je vais parler de la décolonisation de la recherche et plus particulièrement, bien sûr, de la situation au Canada parce qu'elle est celle qui m'est la plus familière par rapport à l'évolution des recherches menées en milieu autochtone. Je vais donc aborder le contexte historique qui a mené à l'adoption de codes de conduite spécifiques pour la recherche menée au Canada en milieu autochtone, le point de vue des Autochtones par rapport à l'état des lieux, des recherches qui les concernent, les réactions diverses des chercheurs et chercheuses, et en particulier des anthropologues, parce que j'en suis une et donc je sais mieux qu'est-ce que mes congénères ont à dire, non autochtones en particulier, par rapport à ce que certains et certaines d'entre eux et elles ont appelé l'irruption des Autochtones sur leur terrain de recherche. Et enfin, les différentes méthodes aujourd'hui préconisées pour la recherche menée en milieu autochtone et les enjeux que l'usage de ces méthodes soulève. Alors, pour ce qui est du contexte historique, donc, qu'est-ce qui a mené au développement de codes d'éthique et de pratiques spécifiques? Donc, bien sûr, je ne vais pas élaborer pendant 1 heure là-dessus, mais vous donner les grandes lignes. Donc, historiquement, la recherche concernant les Autochtones et plus généralement les peuples colonisés a été effectuée sur ces peuples plutôt qu'avec ces peuples, c'est-à-dire en collaboration avec eux. Les chercheurs et chercheuses ont en effet le plus généralement utilisé des méthodes de recherche exogènes aux peuples qu'ils étudiaient, qui ne tenaient pas compte des systèmes de connaissances, de valeurs, voire des modes de faire et de penser, et des priorités aussi politiques des communautés concernées par leur recherche. Les peuples autochtones, comme le reste des peuples colonisés, ont donc longtemps été considérés comme des objets de recherche, plutôt que comme des participants à ces recherches, ayant droit de consentir ou non à ce que ces recherches soient menées, voire ayant leur mot à dire concernant la question de recherche, ses objectifs, ses méthodes, et ce du recueil des données à l'analyse, à la dissémination des résultats. À partir des années 60, dans la foulée des mouvements pour les droits civiques et la décolonisation, ces peuples en sont venus à dénoncer cette situation et à revendiquer leur droit de refuser d'être enquêtés en d'autres termes que ceux selon lesquels ils et elles désiraient être enquêtés. Une critique qui a particulièrement marqué ma discipline, l'anthropologie, est celle de Vine Deloria dans Custer Died for Your Sins, an Indian Manifesto. Publié en 1969, Deloria y critique virulemment les anthropologues pour n'être préoccupés que par l'avancement de leur carrière et non par le bien-être des nations où ils ou elles mènent leurs recherches, et donc de ne répondre qu'aux intérêts de leurs bailleurs de fonds, qui la plupart du temps sont les autorités coloniales, le gouvernement américain en l'occurrence, parce que bien Vine Deloria écrit depuis les États-Unis. Et de manière un peu humoristique, quand je donne ce cours à mes étudiants à l'Université d'Ottawa, je fais jouer cette chanson qui est une adaptation par un chanteur autochtone, Floyd Red Crow Westerman, qui est un peu le Johnny Cash autochtone, qui a en fait créé une chanson à partir de la critique de Custer Died for Your Sins. Fait que c'est vraiment une chanson tirée du livre Custer Died for Your Sins. Alors, vous avez le lien YouTube, vous pourrez aller l'écouter si ça vous tente. Mais en gros, je vais vous traduire littéralement, et les anthropologues continuent de venir comme la mort et les taxes les impôts sur nos terres pour étudier les feathered freaks, les fous à plumes, avec des fonds de recherche dans leurs mains. Et ensuite, ils retournent chez eux écrire leurs livres et disent au monde qu'est-ce qui se passe chez nous, mais il n'y a plus rien à écrire, tout a déjà été écrit, has been done before. Alors, cette critique, elle a mené à l'élaboration, entre autres, de codes d'éthique et de pratiques concernant,
ça a créé toutes sortes d'émoi. Il y a eu des panels, des discussions, surtout à l'American Anthropological Association. Et ça a éventuellement mené à l'élaboration, il n'y a pas juste le livre de Vine, évidemment, des lauréats qui a eu cet effet, mais donc il a contribué à ce qui a poussé à l'élaboration de codes d'éthique et de pratiques concernant la recherche menée en milieu autochtone en Amérique du Nord. Au Canada, comme dans d'autres pays, il n'est aujourd'hui plus possible de mener une recherche dans une communauté autochtone, en milieu autochtone, sans que celle-ci n'ait officiellement consenti à ce projet de recherche. Alors, si par exemple, je mène des recherches dans une réserve, il faut que j'ai la permission du conseil de bande, j'ai un permis qui m'autorise à mener ma recherche dans cette communauté. Et si on mène une recherche en milieu urbain, mais que ça implique des acteurs autochtones, le comité d'éthique de mon université va me demander si j'ai l'accord des représentants de cette collectivité urbaine autochtone pour mener mon projet avec eux. À partir des années 90, les organismes de financement de recherche ont élaboré des lignes directrices concernant les pratiques devant être adoptées dans le cadre de recherche menée en milieu autochtone. Ces lignes directrices orientent les comités d'éthique des institutions de recherche comme les universités qui, au Canada comme aux États-Unis et ailleurs, autorisent qu'une recherche impliquant des sujets humains soit ou non réalisée. Donc, en gros, comment ça marche, c'est que, par exemple, je reçois des fonds de recherche, j'y ai pas accès, c'est bloqué, tant que j'ai pas soumis mon projet à au comité éthique de mon université, et ensuite, qui va me donner une certification ou non éthique. En général, c'est jamais... le mot vient en anglais straightforward, c'est jamais en une seule étape. Souvent, il y a des questions du comité pour qu'on précise, répondre à certaines préoccupations du comité, etc., pour qu'on ajuste le tir. Et finalement, c'est seulement quand on a la certification éthique que nos fonds de recherche sont débloqués. Et de plus en plus, les revues scientifiques, elles vont vérifier, vont nous demander quand on soumet un article, si oui ou non, si ça s'applique, parce que bien sûr, si on a un chercheur français qu'on a mené une recherche depuis la France, on n'a pas eu à passer par ce processus-là, mais si on a un chercheur canadien, ils savent les revues qu'on a eu à passer par ce processus-là, ils vont nous demander si on a bel et bien une certification éthique pour la recherche sur laquelle repose l'article. En d'autres mots, le respect de ces lignes directrices et des attentes donc des communautés auxquelles elles répondent, parce que, en fait, pour avoir une certification éthique pour une recherche menée en milieu autochtone, le comité va exiger une preuve qu'on a la permission des communautés autochtones concernées. Donc, en d'autres mots, le respect de ces lignes directrices et des attentes des communautés auxquelles répondent est devenu obligatoire pour tout chercheur ou chercheuse désirant mener ses travaux en milieu autochtone au Canada et aux États-Unis. Il est important de souligner que ces lignes directrices sont pas été imposées par des Blancs sur la manière dont on doit travailler avec les Autochtones, mais elles s'inspirent des principes que les peuples autochtones, au Canada, eux-mêmes ont élaborés. Et les principes éthiques qui ont été développés, et je vais voir si j'arrive à... Donc, ici, bon, vous allez trouver ici l'énoncé de principes en matière de recherche autochtone. Donc, c'est ceux qui sont suivis par les principaux bailleurs de fonds au Canada. Que les comités éthiques au Canada suivent à la lettre pour vérifier si on répond à ces exigences. Il faut savoir que l'élaboration de ces principes, ça s'est fait en consultation, bien sûr, avec des chercheurs autochtones, des représentants de communautés autochtones, des organisations autochtones, etc., mais qu'eux-mêmes s'inspirent de principes que les Autochtones eux-mêmes ont élaborés par rapport à la manière dont ils veulent que les recherches qui sont menées avec eux se passent. Pardon. Alors, je vais voir si j'arrive à... Oui, tout va bien. Oui, c'est merveilleux. Mais là, je ne suis pas à la bonne diapositive ici, donc... OK, là, c'est mieux. OK, alors, et une de ces organisations qui a développé, qui est la plus connue, je dirais, et qui a développé les principes qu'on appelle du PCAP, qui sont les principes... qui sont les principes de la propriété, du contrôle, de l'accès et de la possession, c'est le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, qui est une association autochtone d'échelle nationale, qui est justement émergée dans cette mouvance de vouloir créer des principes de recherche, vouloir créer des lignes directrices, vouloir
mieux contrôler aussi les recherches, qu'est-ce qui se passe avec les données qui sont recueillies et qu'est-ce qui se passe avec les résultats pour que vraiment il y ait que les Premières Nations, donc, parce que ces principes, dans le fond, ils affirment que les Premières Nations sont les seules à contrôler les processus de collecte de données dans leur communauté et qu'elles possèdent et contrôlent la manière dont ces informations peuvent être stockées, interprétées, utilisées ou partagées. Et là, je vais faire quelque chose. Je vais essayer qu'on regarde la mini-vidéo, qui n'est pas longue, mais justement, comme habituellement, quand j'enseigne sur ces questions-là, j'invite toujours des interlocuteurs autochtones parce que justement, une des décolonisations de la recherche de l'enseignement, c'est pas que ça soit pas juste les Blancs qui parlent de ça, mais comme c'était un peu compliqué, hein, parce qu'on est en France et puis mes contacts sont au Canada, et que je voulais pas faire des trucs virtuels parce qu'on en a tous, entre guillemets, marre, je vais au moins vous donner la parole ici. Fait que je sais pas si ça va marcher avec le son. Les Premières Nations ont toujours compris la valeur de la communauté, l'importance du respect et la nécessité de protéger nos ressources pour les générations futures. Et actuellement, l'information est l'une de nos plus importantes ressources. Les membres des Premières Nations ont toujours collecté de l'information. Lorsque nous pistons et chassons, ou lorsque nous cueillons de la nourriture, nous collectons en fait de l'information qui a une incidence directe et importante sur nos vies. Les Premières Nations comprennent que l'information n'est pas qu'une affaire de chiffres. C'est la culture, l'identité, les traditions et l'autodétermination. C'est la raison pour laquelle le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations a été créé. Depuis 1996, sa mission est de défendre les valeurs des principes de PCAP, un ensemble de lignes directrices destinées à protéger la propriété et la juridiction des Premières Nations sur leurs informations et à assurer que les Premières Nations soient les gardiennes de cette information. Les principes de PCAP assurent que les Premières Nations aient la propriété des données, tant individuellement que collectivement, en tant que communauté. Cela leur permet d'avoir le contrôle, afin qu'elles puissent décider de comment, par qui et dans quelles conditions l'information est utilisée. Cela garantit qu'elles ont le droit de déterminer et de définir l'accès à l'information sans égard au lieu où elle est conservée. Et ils définissent la possession, garantissant ainsi que les Premières Nations aient le pouvoir d'utiliser leur information dans l'intérêt de leur communauté. La possession est la clé, qui rend la propriété, le contrôle et l'accès possible. Pris ensemble, les principes de PCAP des Premières Nations incarnent une idée importante. Les membres des Premières Nations comprennent leurs besoins et sont les mieux placés pour gérer leur information. Le droit des communautés des Premières Nations d'avoir la propriété, le contrôle, l'accès et la possession de l'information sur les leurs est étroitement lié à l'autodétermination et à la préservation et au développement de leur culture. First Nations Information Governance Centre is a national body that supports First Nations from across Canada in advancing our interests around information and data management and governance. Their job is essentially to assert First Nations ownership, control, access, and possession into the data collection and survey research which is being done in the country. I think their primary goal is to make sure that First Nations are directly involved in every aspect, and in fact they have taken the lead in a couple of major surveys in the country. Basically, our mission is to support local and regional capacity for data and information collection, interpretation, analysis, and translating it into knowledge, and then making it available to leadership for good, sound decision-making, evidence-based decision-making. For First Nations, this is important because it helps create a standard for their relationships that they have with researchers, and it creates
an ethical space where they can facilitate the conversation around research and making sure that it's culturally appropriate and safe for the community to participate in. Though OCAP is trademarked by the First Nations Information Governance Center, it is owned by the First Nation communities, and it helps them and guides them in the work that they do in research. OCAP helps First Nations to have self-determination because the information is theirs. The First Nation themselves are in the position to determine how their information is utilized, accessed, gathered, and interpreted. I think that's one of the important elements about OCAP is that First Nations have control of their information. They need to be part of the interpretation of that information as well. It's important that they have the final say because ultimately this information is about them. Achieving recognition of our sovereignty and exercising our sovereignty is essentially the fundamental goal, and the purpose for exercising that, achieving that recognition and exercising that sovereignty is really to improve the quality of life of our people and to return to the balance in the government-to-government relationship. We've got to have the ability to measure our well-being in terms that make sense to us, and we actually want that well-being described in positive terms. The RHS, or the Regional Health Survey, was an attempt by the federal government to actually gauge the well-being of First Nations across Canada. Being that we are a very diverse population and of huge geography, it's really challenging from an Ottawa perspective to actually measure what's going on in the communities. First Nations people understand that we're living in an evidence-based world, and in order to affect positive policy change for our communities, we need to have that credible data that we can quote and refer back to in order to gauge where we're going to go to next in the future. First Nations people need to be the stewards of their own information because we know best what is the best processes for us, and we can manage our own information. That information is crucial for us to also do our research. If we don't, then we don't have accurate information. You can't plan for a cohesive, healthy future. Governance matters. Being able to actually define where you want to go and how you're going to get there is key. Being informed along the way is a very important aspect of that. The destination and the journey, two parts of it. The roadmap is what's going to get you there. And good information, good data management is actually the roadmap to the future. OK. Donc, ces principes, comme vous pouvez l'avoir constaté, comme vous avez pu le constater, placent donc les communautés autochtones, les nations autochtones, au centre du processus de recherche et favorisent donc des stratégies de recherche qui sont collaboratives, qui garantissent que les Autochtones vont participer aux différentes étapes d'une recherche, de la formulation de la question de recherche, le choix des méthodes de recherche, au contenu et aux formes des publications et des différentes autres méthodes de dissémination des résultats. Il est aussi important de souligner que de plus en plus de nations autochtones ont mis sur pied leur propre comité d'éthique, leurs propres instances, donc pour autoriser ou non qu'un projet de recherche soit réalisé sur leur terre. Et donc, par exemple, en Nouvelle-Écosse, il y a le Mi'kmaq Ethics Watch, qui est une instance basée à l'Université de Cape Breton, mais qui n'est pas le comité d'éthique de Cape Breton, de l'Université de Cape Breton, qui est une instance à part. Donc, les chercheurs qui veulent mener des recherches en territoire Mi'kmaq doivent à la fois répondre du comité d'éthique de leur université et du Mi'kmaq Ethics Watch. Donc, quels sont les points de vue autochtones sur la situation à l'heure actuelle? Et donc, je vais vous dire un peu comment ils évaluent la situation. Et c'est tiré d'un article que mes collègues au Canada ont rédigé, Hugo Asselin et Suzy Basile. Hugo Asselin qui est biologiste et Suzy Basile qui est anthropologue à Atikamekw. Et ils ont rédigé cet article suite à 2 séminaires qu'ils ont organisés à l'université où ils se situent, donc l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui est au nord du Québec. Ils ont organisé 2 séminaires et depuis, ils continuent à les organiser, mais ces séminaires sur lesquels se base leur article ont eu lieu en 2010 et 2011. Et c'était des séminaires donc sur l'éthique de la recherche menée en collaboration avec les peuples autochtones. Et
Et donc, ils ont en gros demandé aux participants autochtones de ces séminaires de leur donner, de leur communiquer quel était leur diagnostic finalement de l'état des lieux de la recherche menée en milieu autochtone. Alors, l'article résume en gros ce diagnostic et donc je vais me baser sur cet article un peu pour vous, parce que il reflète, selon moi, un peu ce que moi-même j'ai entendu sur le terrain, non seulement de par mes propres expériences de recherche, mais aussi que j'entends au travers des recherches que mènent mes étudiants ou mes collègues. Donc, plusieurs ont dénoncé que la recherche scientifique continue de prétendre à valider les connaissances autochtones. Une telle approche, rappelle Basile et Asselin dans leur article, place implicitement la science au-dessus des savoirs traditionnels, alors que les deux modes d'acquisition de connaissances devraient être considérés selon une perspective décoloniale sur un pied d'égalité selon leurs interlocuteurs et interlocutrices. Le fait de considérer la science comme supérieure au savoir traditionnel a fait en sorte que pendant longtemps, dénoncent Basile et Asselin, les questions et les priorités de recherche ont été et malheureusement continuent trop souvent d'être définies par les chercheurs plutôt que par les sujets concernés par ces recherches. C'est pourquoi Basile et Asselin recommandent que les chercheurs et chercheuses se mettent plutôt au service des nations autochtones et transforment les questionnements de ces nations en questions de recherche. Une telle approche, soutiennent-elles, permettrait d'assurer la pertinence et la légitimité des projets de recherche, en plus de maintenir l'intérêt et la participation des sujets autochtones à ces recherches. Parce que si ces recherches répondent à des questionnements qu'ils ont eux-mêmes, bien, ils vont être d'autant plus motivés à y participer. En fait, affirment Basile et Asselin, les peuples autochtones, selon leurs interlocuteurs et interlocutrices, n'acceptent plus de se faire étudier. Ils souhaitent plutôt s'impliquer activement dans les projets de recherche dans une optique surtout de renforcement des capacités, parce que l'objectif final, c'est que la recherche, on a parlé de recherche sur, de recherche avec, mais quand même, à un moment donné, ça soit que les Autochtones puissent en fait eux-mêmes mener des projets de recherche et donc de la recherche par les Autochtones. Cela étant dit, précisent Basile et Asselin, les individus et les communautés sont très sollicités. C'est vraiment un problème. Ils sont sursollicités et ne peuvent acquiescer à toutes les demandes. Ils doivent donc pouvoir aussi avoir leur mot à dire sur qu'est-ce qui est pertinent ou non selon eux. Leurs interlocuteurs et interlocutrices autochtones ont aussi déploré, rapportent Basile et Asselin, ne pas souvent être en mesure de pouvoir prendre une décision éclairée par rapport à un projet de recherche parce que ça reste opaque, la manière que le projet leur est décrit, la méthode, tout ça, ça leur est pas bien expliqué, c'est pas bien vulgarisé et donc ils peuvent pas vraiment. Le langage des chercheurs est trop hermétique. Des fois aussi les échéanciers sont trop serrés et donc ça permet pas de vraiment décider si oui ou non ça serait intéressant pour eux ou elles d'y participer. Par ailleurs, les chercheurs ont suggéré les représentants autochtones avec lesquels Basile et Asselin se sont entretenus devraient prévoir partager leurs résultats en continu et pas juste à la fin du projet, dès que les résultats sont disponibles pour que les communautés avec lesquelles ils travaillent puissent déjà s'en servir par rapport à leurs préoccupations premières, c'est-à-dire s'ils ont des revendications à faire au gouvernement en matière de santé, en matière d'éducation, etc., bien que ces résultats-là, ils puissent les utiliser pour appuyer leurs revendications. Il faut aussi que les chercheurs, continue-t-il, prévoient des étapes de validation à différents moments du processus de recherche. Parce qu'en fait, déjà, si on travaille, si les résultats sont recueillis en langue autochtone, mais qu'on est soi-même comme chercheur qu'on maîtrise pas la langue, bien déjà, il risque d'avoir des problèmes de traduction, de compréhension. Mais aussi, ce processus qui est de nature bidirectionnelle va permettre aussi aux chercheurs de vérifier si les gens avec qui ils travaillent, bien, ils ont vraiment compris, en fait, qu'est-ce que le chercheur essayait de faire. Donc, de s'assurer, en fait, qu'il y ait une intercompréhension entre l'équipe de recherche et la communauté concernée. Et finalement, ben, c'est important que
de vraiment prendre le temps à la fin du projet, et souvent c'est je dirais l'étape la plus bâclée parce qu'on est juste content de pouvoir envoyer son article et être publié, on est content de soumettre sa maîtrise, son doctorat, etc. Mais il faut que les communautés puissent s'approprier la recherche et les résultats en découlant. Et ça, ben, il faut investir du temps et de l'énergie et éventuellement de l'argent là-dedans. Il faut aussi que les chercheurs aient conscience que des fois, les résultats qu'ils vont produire, ça ne va pas être suffisant par rapport au principe de la réciprocité tel qu'entendu par la nation où laquelle le chercheur va travailler. C'est-à-dire que si vous produisez des données, mais qui vont donner lieu à des articles, peut-être, dans le fond, ces articles-là, la communauté, excusez-moi le langage, mais elle s'en fout. Elle, ça lui apporte pas grand-chose. Peut-être, oui, ça va appuyer ses revendications, mais c'est tellement précis, c'est tellement pointu, c'est tellement, parce que votre préoccupation, c'est d'être en dialogue. Parce que quand on écrit un article scientifique, notre préoccupation première, ben, pour pouvoir être accepté dans la revue X ou Y, c'est de répondre, de s'inscrire dans un débat théorique, de nuancer une proposition théorique, de l'appuyer, etc. Et des fois, ça devient tellement pointu que c'est pas très utile comme résultat pour la nation concernée. Et donc, c'est très important de clarifier dès le départ, avant d'aller trop loin dans la relation de recherche, c'est quoi les attentes de la communauté, c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'elle trouverait, qu'est-ce qu'elle considérerait juste comme rétribution finalement du temps qu'elle va investir à collaborer avec vous. Parce que malheureusement, beaucoup, c'est ça, les représentants autochtones avec lesquels Basile et Asselin se sont entretenus ont déploré que les chercheurs obtiennent des diplômes ou des distinctions, avancent dans leur carrière, obtiennent un meilleur salaire pour la réalisation de leurs projets de recherche, tandis que eux, les Autochtones qui ont participé, qui ont investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, vont finir par rester les mains vides malgré leurs efforts et le temps consenti et leurs contributions significatives. Donc, c'est vraiment important de clarifier quelle forme ça peut prendre. Bon, ici, dans l'article, eux suggèrent, en fait, c'est les participants autochtones au séminaire qui ont suggéré que les chercheurs pourraient offrir, par exemple, leur temps et leur expertise gratuitement. C'est-à-dire, OK, peut-être que la recherche très pointue que je suis en train de produire vous intéresse, mais finalement, le résultat va pas être très pertinent nécessairement pour votre lutte politique, mais est-ce qu'il y a quelque chose à côté que je pourrais faire qui pourrait nourrir votre lutte? Et dans ma propre expérience, cet échange a pris diverses formes. J'ai appuyé des communautés avec lesquelles je travaillais à les accompagner, par exemple, à les faire venir, d'utiliser une partie des fonds de recherche pour les faire venir au Canada pour qu'ils puissent, et que je puisse les accompagner pour qu'on crée une délégation auprès des différentes instances du gouvernement canadien pour les sensibiliser sur la situation de leur communauté depuis qu'une minière canadienne s'y trouvait, minière qui est subventionnée en partie par le gouvernement, la compagnie subventionnée en partie par le gouvernement canadien, pour vraiment que les dirigeants canadiens prennent conscience c'est ça, des impacts de l'industrie qu'ils soutiennent sur les communautés où cette industrie est active. Donc, c'est ça, faut pas s'imaginer que notre recherche, donc, va être nécessairement intéressante. Même si on nous souhaite la bienvenue, on dit oui, viens, etc., c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand je le vois très bien, là, parce que là, je suis en train de publier, justement, commencer à publier les résultats de ma recherche, justement, sur relations en peuple autochtone et mines, et finalement, ça devient des articles archi pointus, qui s'inscrivent dans certains débats théoriques, machin. Je veux dire, pour les locaux avec lesquels je travaille, ça veut pas nécessairement dire grand-chose. Par contre, ce qu'ils apprécient, c'est tout le travail que j'ai fait et que je continue de faire à côté, sur le conseil entendu que je ferai en échange que eux me partagent leur expérience, leur vécu, etc. Voilà. Un intriguant paradoxe, conclut l'autrice et l'auteur, en se faisant émerger des discussions qu'ils ont eues avec les acteurs autochtones avec lesquels ils se sont entretenus, et je les cite ici, ils disent
D'une part, les gens ont été nombreux à mentionner qu'il y a trop de projets de recherche et qu'ils sont fatigués de répéter sans cesse les mêmes choses. D'autre part, les participants au séminaire ont dressé une longue liste de sujets de recherche prioritaires, indiquant que de nombreuses questions demeurent sans réponse. Les chercheurs se sont en outre fait reprocher de passer trop peu de temps dans les communautés. Il y aurait donc à la fois trop et pas assez de recherche. Alors, Basile et Asselin ont conclu, en fait, que le paradoxe n'est en fait qu'apparent et s'explique par le fait que trop de projets de recherche ne sont pas pertinents, les sujets ne viennent pas des communautés ou ne répondent pas à leurs besoins. Également, les chercheurs ne consacrent pas assez d'efforts au transfert de connaissances et à l'appropriation des résultats de la recherche par les communautés participantes. Et ça, ben, c'est un gros problème. Alors maintenant, on va se tourner vers mes congénères, les anthropologues. Donc, quelles sont leurs réactions par rapport à ce que certains d'entre eux ont appelé l'irruption de l'autochtone dans les recherches menées en milieu autochtone? Alors, certains, en fait, ont dénoncé virulemment l'essentialisme des critiques autochtones. Un exemple de ça, c'est Adam Cooper, dans un article dans Current Anthropology, The Return of the Native, publié en 2003. En gros, son argument est que le mouvement pour la reconnaissance des droits autochtones essentialise ce qu'est un autochtone et qu'en soi, ça, c'est une forme de racisme. Et je tiens à mettre des guillemets parce que pour moi, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. C'est une invention. Le racisme ne peut être que des blancs vers les autres. Mais donc, le mouvement par exemple des droits autochtones essentialise ce qu'est un autochtone au point où le mot culture est devenu un euphémisme pour la race. Or, ce faisant, il va, dans son argumentation, Adam Cooper va réduire les militants pour les droits autochtones à des manipulateurs opportunistes tout en les mettant sur le même pied d'égalité avec les mouvements néo-nazis européens. Il ne tient pas compte, dans son argumentation, ni de l'essentialisme stratégique dont font preuve les militants, ni du contexte colonial, voire des rapports de domination qui caractérisent le contexte dans lequel ces militants articulent leurs revendications. Il essaie toujours hasardeux de définir qui est autochtone, qui a la légitimité de se revendiquer comme tel, mais cela ne veut pas dire que tous ceux et celles qui se réclament être autochtones sont nécessairement frauduleux et que leurs revendications sont dès lors obligatoirement injustifiées. Alors, on en a déjà parlé, de ça, du problème de la fraude identitaire autochtone. Oui, ça existe, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui se disent être autochtones sont nécessairement comme on dit en anglais, des pretendians, des prétendants à autochtones. D'autres anthropologues voient plutôt cette irruption comme une occasion de mieux comprendre les différentes perspectives, les enjeux de pouvoir qui sont liés à cette situation. Il y a Natacha Gagné, en 2008, qui a écrit un chapitre de livre à ce sujet, ma collègue québécoise. Un autre collègue québécois, Laurent Jérôme, a lui aussi écrit un article la même année, en 2008. Et je vais plutôt m'appuyer sur cet article dans ce qui suit. Donc, lui explique dans son article que c'est à partir de sa propre expérience de recherche chez les Atikamekw au Québec qu'on n'arrive pas seul sur le terrain. Parce qu'on est blanc ou blanche, on est identifié comme descendants des scientifiques qui nous ont présentés, qui nous ont précédés. Et comme non plus, c'est pas toujours clair pour les gens c'est quoi la différence entre un chercheur et un administrateur du gouvernement et un fonctionnaire etc. Ben finalement, il y a des amalgames qui se font et rapidement, ben c'est sûr qu'on arrive avec ce passif historique et donc voir tous ceux qui ont voir comme des personnes qui ont travaillé de concert avec les autorités coloniales pour parfaire le projet de domination, d'assimilation, voire de génocide culturel dans le contexte canadien. Et comme l'explique Laurent Jérôme, donc malgré sa volonté d'être au plus près de l'expérience de ses interlocuteurs de terrain, malgré le fait que, comme bon anthropologue, il a vécu longtemps dans la communauté, etc., avant même de commencer à poser des questions, puis à commencer à proposer sa problématique de recherche, tout ça, et de vraiment faire un effort tout au long de sa recherche de laisser une grande place au savoir autochtone, en l'occurrence ici Atikamekw, et à la construction Atikamekw de ces savoirs.
il dit « Je restais pour certains le blanc colonisateur, l'anthropologue voleur de culture ». Et il donne comme exemple une lettre, l'extrait d'une lettre que lui a envoyée une des participantes à sa recherche, qui lui écrit, parce qu'en fait la recherche de Laurent Jérôme portait sur la spiritualité atikamekw, et elle lui dit « Quant à la spiritualité, ça ne fait pas longtemps que je la pratique, et quand je la pratique, je ne ressens rien. J'étais en colère contre mon Créateur, car il nous a laissé marcher sur un chemin trop dur. Il a laissé les Blancs essayer de nous détruire. C'est pour ça que je ne veux pas que ma culture soit écrite par un Blanc. Je ne veux pas qu'un Blanc s'approprie ce que moi-même je tente de m'approprier, ce qui devait me revenir au niveau culturel. Si elle doit être écrite par un Atikamekw, car lui ne fera pas de mauvaises interprétations. » Fin de la citation. Alors, dans le reste de l'article, bon, bien sûr, Laurent Jérôme explique que c'est pas la seule attitude, la seule réaction que suscité ces recherches. Des gens ont au contraire appuyé ces recherches et donc c'est pour ça qu'au final, bon, il a pu terminer sa thèse et maintenant il est professeur à l'Université du Québec à Montréal et continue de travailler avec les Atikamekw. Mais c'est sûr que il pose la question justement dans son article par rapport aux instances qui décident ou non si un projet de recherche peut être mené, parce que finalement, quand on postule pour la certification éthique, il faut démontrer qu'on a l'appui de la communauté, mais aux yeux des comités éthiques, un comité éthique universitaire est considéré comme l'autorité de la communauté, le conseil de bande, mais il faut comprendre, les conseils de bande, c'est pas évident qu'ils vont représenter les intérêts de toute la communauté. Et donc, il pose la question, en quoi peut-on préjuger au nom de toute une population de l'utilité ou au contraire de l'inutilité de certains thèmes de recherche? Pensez par exemple à une recherche menée sur la violence familiale ou plus précisément la violence contre les femmes. Et si le conseil de bande est uniquement composé ou surtout composé d'hommes, et que, en fait, certains d'entre eux sont des hommes violents, ben ça rend la possibilité de mener cette recherche-là compliquée. Qui peut décider au nom de toute une communauté de ce qui servira ou desservira l'intérêt commun? Et comment définir l'intérêt commun quand celui-ci fait l'objet de discussions et de débats internes? Et je vais revenir sur ce point parce que c'est quelque chose, en fait, que j'ai moi-même dû confronter dans la réalisation de mes recherches. D'autres anthropologues voient cette décolonisation de la recherche comme quelque chose de positif parce qu'elle permet d'améliorer les connaissances scientifiques qu'on produit. Et un d'eux, par exemple, c'est Paul Silito, qui, dans un texte de 2015, explique, par exemple, il donne l'exemple de la notion de société, qui est une notion, on s'entend, fondamentale en sciences sociales. Et il explique qu'en fait, cette notion, elle n'a pas d'équivalent chez tous les peuples, dont les Papous de Nouvelle-Guinée. Ces derniers et dernières, ajoute-t-il, se comportent également d'une manière qui rend difficile l'identification d'une telle métacollectivité sociale. Tous ceux et celles qui parlent la même langue, par exemple, soit un critère qu'on associe généralement comme étant une preuve qu'un groupe forme une société. Donc, les gens parlant chez les Papous, les gens qui parlent une même langue n'ont pas de nom collectif pour s'identifier comme tels, et ils diffèrent aussi dans les particularités de leurs comportements sociaux d'un endroit à un autre. Les anthropologues, néanmoins, explique Paul Silito, ont longtemps fait fi de cette réalité et présumé que tous les êtres humains vivaient nécessairement en société, voire que les personnes interagissaient toujours en tant que collectivité et observaient certaines normes convenues pour guider leur comportement. Ce faisant, ces anthropologues ont donc entretenu l'idée de la supériorité de leur savoir sur ces peuples au savoir de ces propres peuples sur eux-mêmes, lorsque ces derniers ont exprimé, par exemple, leur désaccord par rapport à l'idée qu'ils étaient organisés en société. Ces chercheurs en sciences sociales ont plutôt continué d'entretenir une confiance étonnante, voire arrogante, selon Silito, en l'idée d'en savoir plus sur les personnes qu'ils étudient qu'elles n'en savent sur elles-mêmes. Dans ce contexte, Paul Silito accueille non seulement donc l'intrusion des Autochtones dans la recherche comme répondant à des impératifs de justice sociale, mais aussi comme répondant également à des impératifs scientifiques,
Parce que si finalement on arrête d'insister qu'il y a nécessairement une société qui organise les Papous, ben peut-être qu'on se rapproche en fait plus de la réalité telle que vécue et comprise par les Papous. À ceux et celles qui se demandent si ce nouveau concept de la recherche menée en milieu autochtone en Amérique du Nord est trop contraignant, l'entrée sur le terrain étant devenue conditionnelle à l'obtention de l'appui de la communauté concernée, et cet appui étant lui-même le plus souvent conditionnel au choix d'un sujet de recherche qui soit perçu comme pouvant être utile pour le bien-être de cette communauté, c'est sûr que de plus en plus, j'entends beaucoup autour de moi des collègues qui me disent oublie ça, moi je ferai plus de recherche en milieu autochtone, ou même des étudiants qui me disent moi je voulais faire de la recherche en milieu autochtone, mais j'ai des profs qui m'ont découragé, qui m'ont dit que c'était bien trop compliqué, qu'il fallait que, en bon québécois, j'oublie ça. Certes, et en fait, Caroline Harvey, dans un article qu'elle a écrit en 2020, fait ce constat, mais elle dit que oui, d'accord, on peut trouver ce contexte trop contraignant, mais elle dit ça n'empêche pas de mener des recherches proprement anthropologiques. Certes, précise-t-elle, il n'est sans doute plus possible dans ce contexte de développer des recherches qui n'aient pas de sens pour ceux et celles avec qui on va les mener, ou qui ne seraient pas en partie utiles pour eux, ou du moins qui correspondraient, qui ne seraient pas en partie au service de leurs intérêts. Mais il ne faut pas pourvoir pour autant l'engagement obligé du chercheur à la cause autochtone comme un frein à sa liberté de penser ou sa pensée critique. Il ou elle peut continuer d'exercer librement cette pensée, mais ce à condition qu'il ou elle conserve une posture réflexive par rapport aux enjeux de savoir-pouvoir qui sous-tendent ses rapports aux participants à sa recherche. Ce qui amène donc Caroline Harvey a proposé ce qu'elle appelle la posture de l'indiscipline. Ça, c'était Caroline Harvey. Alors, l'indiscipline, et je la cite, « Cette posture fait référence à une approche critique du savoir qui prône l'importance de jouer avec les frontières de la discipline et de la réflexivité. Plutôt que de choisir d'être au service des Autochtones ou au service de la science, il me semble plus fructueux de choisir la position précaire et déstabilisante de l'entre-deux. Cette approche exige une certaine capacité à faire face aux critiques qui peuvent émaner d'une part comme de l'autre. Il s'agit ainsi d'acquérir la critique des peuples autochtones vis-à-vis des méthodologies, concepts, épistémologie de la discipline, tout en acceptant également celle des anthropologues quant à l'usage non canonique de la discipline. En effet, il m'apparaît important de mettre en perspective le dialogue entre les deux bords. Il n'y a pas une vérité à découvrir, mais plutôt un dialogue à engager. » Fin de la citation. Alors, maintenant, je vais me tourner vers les méthodes de recherche par lesquelles on essaie d'opérationnaliser cet entre-deux, tout en soulignant un peu les enjeux de ces différentes méthodes. Et je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, l'approche la plus souvent préconisée dans la recherche menée en milieu autochtone aujourd'hui, c'est la recherche communautaire. C'est comme ça que ça se traduit en français, mais en fait, c'est... Parce que le mot communautaire est tellement un mot problématique en sciences sociales, mais en fait, c'est community-based research en anglais. Et cette approche englobe les projets de type collaboratif qui priorisent les besoins et aspirations locales par rapport au choix du sujet et de la question de recherche. Ça inclut toutes sortes de sous-catégories, la recherche-action participative, la recherche collaborative, la recherche participative. Et je ne vais pas rentrer dans les détails des différences entre les différents modèles, parce que finalement, moi, officiellement, ces dernières années, je mène de la recherche-action participative, mais dans la pratique, je veux dire, les choses sont jamais comme dans les livres, hein? Et quand on arrive sur le terrain, ben ça prend des formes qui peut-être se rapprochent plus d'une forme que de l'autre. Et donc, ce qui est important, c'est d'être justement de rester réflexif et de voir justement qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui fonctionne pas entre le beau modèle et vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Alors, bien que des distinctions existent entre chacun de ces types de recherches, elles ont donc entre la recherche-action participative, recherche collaborative, etc., elles ont tous pour objectif commun la collaboration entre
les chercheurs, l'équipe de recherche et les participants à la recherche, l'égalité entre l'équipe de recherche et les participants en recherche, et le contrôle de la recherche par la communauté concernée. Donc, il faut que le chercheur opère un lâcher-prise, qui est vraiment pas évident, parce que bien sûr, le chercheur ou la chercheuse, comme moi, a des impératifs par rapport aux instances qui contrôlent les fonds, qui veulent des rapports de suivi, etc., tout ça. Alors, il faut rendre des comptes. Et en même temps, donc, il doit répondre, être redevable en même temps aux bailleurs de fonds, mais en même temps à la communauté avec laquelle il mène sa recherche. Dans la pratique, il existe divers degrés de participation de la communauté ou de la collectivité, parce que comme je vous dis, moi, en ce moment, je mène un projet de recherche-action participative sur le processus d'autochtonisation de l'Université d'Ottawa. Donc, je suis pas dans une communauté autochtone en tant que telle. La communauté je travaille en collaboration avec la communauté autochtone de l'Université d'Ottawa, qui comprend en fait différentes instances, différents acteurs, etc. Mais c'est donc cette collectivité, finalement, qui est ma partenaire de recherche. Donc, il existe différents degrés de participation de ces collectivités-là. Ça va d'une participation qui est symbolique. Oui, tu peux faire ton projet de recherche, puis on se reverra peut-être quand tu auras des résultats, à une participation totale dans laquelle les membres de la collectivité vont déterminer quelle devrait être la question de recherche. Donc, avant même d'être allé chercher des fonds de recherche, en fait, on a déjà créé un partenariat, on a déjà discuté avec ceux avec qui on voudrait mener la recherche. On s'est entendu sur quelle devrait être la question de recherche, quelle méthode devrait être employée, qui devrait y participer, comment on va analyser les résultats, comment on va les diffuser, etc. La participation totale dans l'article de Basile et Asselin est décrite comme ce qui permet en fait de développer une expertise en matière de recherche chez les nations autochtones. Et donc, c'est cette forme de participation qui est idéale, selon, je dirais, les principes directeurs de la recherche en milieu autochtone au Canada. Le développement des capacités ne passe pas seulement par l'apprentissage d'outils ou l'application directe des résultats de recherche, c'est aussi pour les premiers peuples, explique Basile et Asselin, d'apprendre à faire eux-mêmes de la recherche pour réduire le besoin d'en appeler à des chercheurs externes. L'approche collaborative est le plus souvent opérationnalisée comment? Par la mise sur pied d'un comité consultatif. Donc, par exemple, dans le cadre de mon projet de recherche-action participative sur le processus d'autochtonisation de l'Université d'Ottawa, j'ai créé un comité. On se réunit à peu près 4 fois par année, virtuellement depuis le début de la pandémie et mon séjour en France. Mais on se réunit et on peut discuter justement à différents moments cruciaux de la recherche pour discuter de, OK, c'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on prévoit faire, pour aller chercher le feedback de la communauté qui est concernée par la recherche. Donc, ce comité comprend des représentants des différentes instances autochtones de l'université, donc du Conseil d'éducation autochtone, de l'Association étudiante autochtone, de l'Institut d'études et de recherche autochtone, etc., etc. Mais comme un des principaux enjeux qu'on rencontre, que moi, en fait, j'ai rencontré par rapport à cette modalité de recherche, et ça revient aux questions que posait Laurent Jérôme, c'est de quelle communauté parle-t-on et qui a la légitimité de la représenter? Dans le contexte, par exemple, de mes recherches sur les relations des peuples autochtones avec l'industrie minière, je me suis retrouvée dans des situations où c'était pas du tout clair c'était les intérêts de qui je devais servir comme chercheuse. Est-ce que c'était clair pour moi que c'était pas les intérêts de l'industrie? Ils ont absolument pas besoin de moi pour les aider. Ils ont assez d'argent pour embaucher des PR, des spécialistes en relations publiques pour vendre leur salade. Mais par contre, il y avait pas nécessairement toujours un consensus sur le terrain où je me trouvais par rapport à
par rapport à comment la communauté, comment les gens dans cette communauté se représentaient la présence de l'industrie minière sur leur territoire. Et donc, quand je me mettais à écrire des résultats, certains étaient d'accord, si j'étais critique, d'autres non. Et finalement, c'était pas du tout évident pour moi de savoir qui finalement, à qui j'étais redevable. Et ça a donc pris beaucoup de temps et beaucoup de créativité pour finalement trouver une manière de représenter ce qui se passait sur le terrain qui, finalement, satisfaisait tout le monde. Et c'est d'où l'importance de valider plusieurs fois, de ne pas s'attendre à ce que la première fois qu'on écrit quelque chose, parce que c'est basé sur nos données, puis que ça semble bien correspondre aux tendances dans la littérature, ça va être nécessairement accepté par la communauté. Et oui, ça crée un processus d'écriture beaucoup plus laborieux que si on fait juste on écrit dans notre petit coin, on se soumet à une revue, on a des évaluations par les pairs et on doit juste rajuster l'article et le resoumettre. Là, c'est sûr qu'il y a une autre étape qui s'ajoute, voire plusieurs autres étapes qui s'ajoutent, qui est de présenter sa recherche avant même de la soumettre à une revue, de présenter la recherche à ses interlocuteurs de terrain, de valider les résultats, de discuter avec eux comment ils devraient être, quelle histoire finalement devrait être racontée par rapport à ces résultats-là, etc., etc. Et ça, ça fait que, c'est ça, ça implique une autre temporalité et c'est pour ça que beaucoup des gens qui, comme moi, travaillent en milieu autochtone, c'est sûr qu'on est en même temps des advocates, des militants pour le slow research, la recherche lente, parce que c'est pas possible de faire les choses vite si on veut bien les faire avec autant d'impératifs à gauche et à droite. Alors, quelles sont plus concrètement les méthodes qui sont utilisées? Bon, alors ça si on veut, c'est la recherche communautaire, je dirais, c'est comme le contenant dans lequel se passe la recherche. Hein. Il y a un partenariat, mais après, on n'a toujours pas décidé c'est quoi les méthodes de recherche qui vont être le plus à même de répondre à des recherches, qui vont faire en sorte que les recherches qui vont être menées vont être le plus respectueuses possible des représentations locales, des systèmes de savoir locaux, des valeurs, des priorités politiques locales, etc. Alors, je vais entrer un peu dans le domaine de ce qu'on appelle la méthodologie autochtone. Je ne suis absolument pas spécialiste de la méthodologie autochtone parce que, en fait, je ne prétends pas utiliser la méthodologie autochtone. N'étant pas moi-même autochtone, n'ayant pas grandi en milieu autochtone, n'étant pas familière avec, et surtout autochtone, on s'entend, c'est tellement large, hein, il y a plusieurs nations qui sont représentées sous le mot autochtone, mais par contre, je lis beaucoup sur cette méthodologie parce qu'elle m'aide à comprendre, en fait, comment les méthodologies plus classiques que j'ai apprises en devenant anthropologue, fonctionnent ou pas et comment elles devraient être ajustées quand je fais du terrain en milieu autochtone. Donc, c'est quoi une méthodologie autochtone? Alors, depuis 30 ans à peu près, il y a différents intellectuels autochtones qui ont commencé à publier et à développer une pensée autour pour définir une méthodologie autochtone. Alors là, vraiment, je vous fais un patchwork d'une recension rapide de la littérature, mais un des principaux auteurs, c'est Sean Wilson, qui a proposé que la recherche autochtone, en fait, c'est une cérémonie. Alors, comme l'explique donc cet auteur, qui est Opaskwayak Cree, Sean Wilson, cette méthodologie s'inscrit d'abord et avant tout dans une éthique relationnelle fondée sur une conception de la responsabilité les uns envers les autres qui est partagée et envers l'ensemble du monde et pas juste les humains, mais aussi les non-humains. Elle est aussi une méthodologie qui ne fait pas de distinction entre les différentes sources de savoir autochtone, soit les observations empiriques, les enseignements traditionnels et les révélations spirituelles, qui se présentent sous forme de visions, intuitions, rêves, etc. Toutes ces sources de savoir, d'un point de vue de la méthodologie autochtone, sont considérées comme étant interconnectées et aussi valables l'une que l'autre. Dès lors, la préparation de la recherche
quand on est un chercheur autochtone et qu'on s'en va faire des recherches, est très importante lorsqu'on utilise ce type de méthode parce qu'elle prend non seulement la forme de la préparation standard, comme chercheur, bon, on se prépare à aller sur le terrain, on lit qu'est-ce qui a été produit avant nous sur ce terrain-là, on se familiarise avec la littérature, etc. Donc oui, ça c'est, je dirais, la préparation classique. Mais selon Shan Wilson, la préparation elle doit aussi se faire pour un chercheur autochtone qui veut utiliser la méthodologie autochtone sur le plan spirituel en participant à des cérémonies, d'où Research is Ceremony, afin de se connecter aux ancêtres et ainsi spirituellement se préparer à mener ses recherches. Shan Wilson décrit d'ailleurs la recherche, comme le titre l'indique, elle-même comme une cérémonie, comme étant un processus spirituel. C'est aussi une méthodologie, vous le devinerez, qui rejette l'idée que la recherche puisse être objective ou neutre. Si de plus en plus de chercheurs non autochtones reconnaissent ce fait, et je l'ai dit, je pense, quelques fois ici, mais je vais le redire, pour moi, comme anthropologue, étant donné que c'est nous l'instrument de la recherche, une recherche ne peut pas être objective, elle est toujours subjective. Les intellectuels autochtones aussi vont défendre cette idée, mais pour d'autres raisons que les miennes ou que celles de mes collègues occidentaux. Pour les chercheurs autochtones, leurs recherches ne peuvent être objectives parce qu'elles portent sur des savoirs qui sont à la fois aux sources empiriques, traditionnelles et spirituelles. Et donc, et en tant que chercheurs s'intéressant à ces savoirs, ils sont eux-mêmes, en tant que personnes, connectés aux humains et autres humains qui sont concernés par la recherche. Donc, la recherche, elle est nécessairement relationnelle et donc, elle ne peut pas être détachée comme le voudrait l'apparatus de l'objectivité. Cette méthodologie a certes des points en commun avec les approches dites décolonisatrices. Étant donné les inégalités sociales dont les peuples autochtones continuent de faire les frais, les approches autochtones encouragent elles aussi des stratégies de recherche ayant pour objectif de remettre en question les relations de savoir-pouvoir qui encore aujourd'hui marginalisent les peuples autochtones. Pour ce faire, elles aussi privilégient des pratiques de recherche qui vont prioriser la prise de parole autochtone, la représentation autochtone, etc. Néanmoins, les approches décolonisatrices sont issues de la théorie critique. Elles sont donc centrées sur les colons, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on devrait mieux faire, et nos modes de domination et comment déconstruire ces modes de domination, et non sur les savoirs autochtones. C'est pourquoi, bien que les approches décolonisatrices soient souvent incluses dans le positionnement théorique des recherches suivant une méthodologie autochtone, elles n'en constituent pas le socle épistémologique. Alors, par rapport à cette méthodologie, un enjeu qui est soulevé par les chercheurs autochtones eux-mêmes, c'est le fait que il faut quand même, on a parlé des pensionnats dans ce cours, ça a eu un impact. Beaucoup d'Autochtones n'ont pas reçu les savoirs traditionnels ne leur ont pas été transmis, les systèmes de connaissances non plus, donc la méthode ils ne sont pas connectés avec la méthode d'apprentissage par la révélation, ça leur a pas été transmis, comment apprendre de tes rêves, comment apprendre d'une vision, comment suivre tes intuitions, etc. Et donc, plusieurs sont mal à l'aise, plusieurs chercheurs autochtones vont même pas être à l'aise d'utiliser une méthodologie autochtone parce que eux-mêmes sont pas assez connectés à ces savoirs-là pour pouvoir prétendre utiliser cette méthodologie. Et ça se complique aussi du fait que oui, peut-être c'est des chercheurs qui ont eu la chance, comme ils le disent eux-mêmes, de grandir dans un milieu plus traditionnel et donc d'avoir accès à ces savoirs interconnectés. Par contre, ça ne veut pas dire que leurs interlocuteurs de recherche autochtones, eux, vont se sentir à l'aise qu'on commence à leur parler de rêve, d'intuition et qu'on commence à utiliser des méthodologies qui mettent l'accent sur ces rêves et ces intuitions. Donc, il faut être très sensible il faut être très à l'écoute quand on utilise ce genre de méthodologie. Et pour vous donner un exemple, dans le cadre, par exemple, de mon projet de recherche-action sur le processus d'autonomisation de l'Université d'Ottawa, mes collaborateurs au départ, avaient proposé qu'on appelle,
Et là, je vois qu'il me reste 0 seconde, alors je ne vais pas aborder tout le reste que j'avais à vous partager, mais je vais quand même parler du cercle de partage comme une des méthodes. Donc, moi, il m'avait dit, ça serait bien qu'au lieu de faire des focus groups, les groupes de discussion, tu fasses plutôt t'organises plutôt des cercles de partage, parce que c'est une méthode autochtone qui est de plus en plus utilisée, etc. Dans un projet qui entend comprendre le processus d'autonomisation de l'université, ben, ça serait bien que ce projet emploie lui-même des méthodes autochtonisées. Et moi j'étais d'accord, mais j'ai dit bien clairement à mes collaborateurs, oui, d'accord, mais dans ce cas-là, c'est pas moi qui va animer ces groupes de discussion, parce que bien sûr, j'ai absolument pas la formation pour animer des cercles de partage. J'ai pas reçu les enseignements nécessaires qui me permettent d'animer ces cercles de partage. Et là, on a eu une discussion dernièrement, parce que là, c'est le temps de mener les cercles de partage. Et les personnes, et là, il a fallu s'entendre sur qui allait les mener, comment ils allaient les mener. Et finalement, ce qui est ressorti, c'est que, en fait, c'était des femmes, les femmes qui vont mener ces cercles-là, qui sont elles-mêmes, sont vraiment sont chacune à des moments je dirais, à des étapes différentes de reconnexion avec leur héritage autochtone. Et donc, ont été très franches sur le fait que, oui, moi, je me sens à l'aise de mener un cercle de partage, mais ça ne sera pas un cercle de partage by the book. Ça va être selon ce que moi, je me sens à l'aise de faire. Et on s'est donc entendu au sein de l'équipe que c'était bien, que chacun irait avec ce avec quoi il se sentirait à l'aise. Et il serait juste très, très réflexif par rapport à ça pour qu'on puisse justement tenir compte de ces différentes manières de mener le cercle selon les personnes qui allaient mener les cercles. Alors voilà.